Eh bien, vous êtes sur Ecofin et Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Et c'est parti pour cette grande édition du journal. D'abord, vous devez savoir que le président de la République, Félix Tshisekedi, veut accélérer les développements des infrastructures dans les Kwilu. Lors de la 84e réunion du Conseil des ministres tenue à Bandundu, il a instruit le gouvernement de réhabiliter la route nationale numéro 17 entre Mongata et Bandundu, tout en transformant les ports de la ville en un hub stratégique pour les transports et les commerces. Ben Chokuta pour plus de détails. C'est à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, qu'a vécu la 84e réunion du Conseil des ministres. Au cours de cette rencontre gouvernementale, le chef de l'État a instruit le gouvernement de dresser un état des lieux de la route nationale numéro 17 sur l'axe Mongata-Bandundu qui relie Kinshasa à la province du Kwilu en vue de sa réhabilitation ainsi que celle des routes de desserte agricole. Malgré les importantes potentialités agricoles et économiques dont regorge la province du Kwilu, plusieurs contraintes structurelles continuent d'en freiner le plein essor. Parmi celles-ci figure l'état de dégradation avancée de la route nationale numéro 17 sur les tronçons Mongata-Bandundu, axe stratégique reliant Kinshasa à l'espace du Grand Bandundu, ainsi que la partie allant vers Kikwit. Cette situation entrave la circulation des personnes et des biens, ainsi que l'évacuation des produits agricoles vers les centres de commercialisation et de consommation. Le gouvernement est également chargé de développer les infrastructures de transport en faisant du port de Bandundu un hub stratégique pour le transport fluvial et le commerce extérieur. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de Transport, voie des communications et des enclavements, est engagé à réhabiliter les infrastructures portuaires et à moderniser les équipements logistiques du port de Bandundu afin d'en faire un hub du transport fluvial et du commerce intérieur. Par ailleurs, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'accélérer l'électrification complète de cette partie du pays, notamment grâce au barrage hydroélectrique de Kakobola, afin d'attirer davantage d'investissements privés. Au cours de cette même rencontre gouvernementale, le président de la République, Félix Tshisekedi, est aussi revenu sur l'alerte liée au site minier des Romblé T17 à Kolwezi, déclaré en situation d'urgence radiologique après des activités d'exploitation artisanale. Une situation signalée par la ministre Marie-Thérèse Sombo, évoquant la présence des substances radioactives sur cette réserve des Kamoto-Copper Company. Face au risque pour la population et l'environnement, le chef de l'État a instruit la première ministre de mettre en place une commission ad hoc pour contenir ces menaces et prévenir des cas similaires. Compte rendu de sa communication dans cet extrait. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de prévenir les risques d'irradiation et de contamination radioactive sur les sites miniers industriels en République démocratique du Congo. Or, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il a été informé d'une alerte sanitaire urgente relative à des risques d'irradiation et de contamination radioactive signalés sur les sites de la société KCC à Kolwezi dans la province du Lualaba. Une telle situation, si elle devait se confirmer ou se prolonger, pourrait entraîner des conséquences graves pour la santé des populations et pour l'environnement. Au-delà de ces impacts sanitaires et écologiques, de tels incidents sont également susceptibles de provoquer des déplacements des populations, des perturbations socio-économiques locales et une atteinte à la crédibilité de notre secteur minier, pourtant appelé à demeurer un moteur essentiel du développement national. Cette situation appelle donc une vigilance accrue et une réaction rapide et coordonnée des autorités compétentes afin de protéger les populations, préserver notre environnement et garantir que les activités minières en République démocratique du Congo s'exercent dans le strict respect des normes sanitaires, environnementales et internationales en vigueur, tout en appréciant les mesures déjà prises par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation sur ce dossier. Il a invité Madame la Première ministre à mettre urgemment en place une commission ad hoc sur pied afin de suivre ces dossiers et d'appuyer les mesures et dispositions sanitaires
environnementales, techniques et scientifiques qui s'imposent, tant pour contenir les risques annoncés sur le site de KCC que pour prévenir toute situation similaire pouvant provenir d'autres exploitants miniers ou industriels sur l'ensemble du territoire national. Et puis cette information, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, plus de 70 ouvrages sur les 80 ont été déjà réalisés. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse axée sur la fourniture de l'électricité par la centrale hydroélectrique des Kakobola ainsi que la mise en œuvre du PDL 145 territoires dans la province d'Ikwilu. C'était en marge de la 13e session de conférence des gouverneurs. André Ikoma revient sur les faits. Cet exercice de redevabilité avait pour objectif de présenter à la population congolaise les taux de l'exécution du PDL 145 territoires dans la province du Kwilu, mais aussi de l'impact socio-économique de la sous-station de Kakobola. Le ministère du plan Guilé Nyimbo s'est dit satisfait du taux de réalisation de ce programme phare du gouvernement, soit 70 ouvrages réalisés et sur 80 prévus dans cette partie du pays. Cependant, les défis restent encore à relever. La composante infrastructure, c'est la première composante. Malheureusement, comme tout le monde le sait désormais, c'est que les routes ont posé des problèmes de démarrage au début. Donc, on n'a pas pu réaliser les routes, ce qui fait que nous avons toutes ces difficultés de réalisation de ces ouvrages. Donc, cette phase est arrivée plus ou moins à 50%. Je crois que nous sommes à 49%. Mais plusieurs ouvrages sont déjà très avancés. Pour sa part, Aimé Molindo Sakombi, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a indiqué que l'électrification de la ville de Kwilu va permettre à la ville de se développer économiquement. 3 cités seront desservies, donc la ville de Kikwit, on l'a dit, mais aussi la cité de Gungu et celle d'Idiofa, avec un impact de plus ou moins 10 à 20 000 ménages, donc vous faites x8, ça fait à peu près 160 000 à 200 000 personnes qui vont donc avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Et le chef de l'État nous a donné ce matin même des instructions fermes pour aussi connecter les PME. Cette itinérance du chef de l'État dans l'espace Bandundu représente un offre de soulagement pour la population locale bénéficiaire de plusieurs infrastructures adéquates. Chez vous. Au terme de la conférence des gouverneurs qui s'est déroulée du 24 au 27 mars 2026, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a présenté sa vision d'une capitale plus propre et moderne. Devant le président de la République, Félix Tshisekedi, il a mis en avant les efforts réalisés dans la réhabilitation des routes et l'assainissement avec des projets concrets pour améliorer durablement les cadres de vie des Kinois. Regardez. À Bandundu, la conférence des gouverneurs s'est clôturée sur une note d'engagement pour l'avenir des provinces. Parmi les interventions marquantes, celle du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, qui adressait un état des lieux de la capitale congolaise entre défis persistants et ambitions de modernisation. Face au chef de l'État, Félix Tshisekedi, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, a mis en avant les efforts consentis dans les secteurs des infrastructures. Plus de 150 km de routes réhabilitées et construites en moins de 2 ans, un signal fort qui traduit la volonté des autorités provinciales d'améliorer la mobilité urbaine et de désenclaver plusieurs quartiers de la capitale. Autre priorité évoquée, l'assainissement. Longtemps confronté à une gestion chaotique des déchets, Kinshasa amorce une nouvelle dynamique. La récupération du site d'enfouissement d'Empassa, aujourd'hui en cours de réaménagement, s'inscrit dans cette logique de reprise en main. À cela s'ajoute la mise en place des sites de transit appelés à renforcer l'organisation de la chaîne des collectes et des traitements des immondices. Malgré ces avancées, les défis restent énormes pour une ville en pleine croissance démographique. Mais pour les gouverneurs, l'heure est à l'action avec comme objectif de faire de Kinshasa une capitale plus propre, plus moderne et à la hauteur de son statut de vitrine de la République démocratique du Congo.
Et dans le reste de l'actualité, le conseil d'administration de l'École nationale d'administration ENA a été reçu par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, dans le cadre de la présentation du bilan de l'exercice 2025 et de la définition des orientations stratégiques pour l'année 2026. À cette occasion, le vice-premier ministre a rappelé les lignes directrices de la haute hiérarchie avec un accent particulier sur le renforcement de la présence et du rayonnement de l'ENA à l'échelle nationale. Les membres du conseil d'administration se sont dit pleinement mobilisés et portés par un regain d'engagement pour relever les défis de l'année en cours. Au cours de cette réunion, l'autorité des tutelles a fixé les objectifs à atteindre pour l'exercice en cours. Plusieurs axes ont été évoqués, notamment la représentativité de l'ENA sur l'ensemble du territoire national, la mise en œuvre des instructions du chef de l'État Félix Tshisekedi en rapport avec la construction du nouveau campus de l'ENA, ainsi que d'autres aspects liés à la formation continue des agents publics. J'attends du conseil d'administration qu'il veille à la cohérence entre la vocation de l'ENA et ses choix de gestion, qu'il accompagne la montée en puissance de l'école, sans laisser se dissiper l'exigence et bien sûr la rigueur. Qu'il arrête des orientations claires et précises en matière académique, organisationnelle, budgétaire et patrimoniale. Au sortir de cette réunion, le directeur général de l'ENA, Tombola Moukié, a réaffirmé son engagement à matérialiser les orientations reçues et de l'autorité des tutelles. Nous rentrons revigorés, réarmés moralement et déterminés à faire davantage pour le rayonnement de l'ENA. Effectivement, un chronogramme est fixé. Il faut rappeler qu'avant cette séance, l'autorité a pris le soin de nous doter d'un programme d'activité budget pour l'exercice 2026. Et ces programmes d'activité, c'est une feuille de route avec des échéances claires pour atteindre le résultat auquel nous sommes astreints. Par cette séance d'orientation stratégique, le conseil d'administration de l'ENA entend poursuivre, doubler ses efforts en vue de bâtir une administration moderne axée sur la digitalisation de compétences et l'intégrité afin d'améliorer les services rendus aux citoyens. Retenez également que Océan Communication a organisé vendredi 27 mars dernier un atelier de formation axé sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin pour une industrialisation inclusive et durable à la salle PNMLS à Kinshasa. L'organisation de cet atelier vise à encourager les femmes à s'impliquer davantage dans le développement économique en leur fournissant des outils pratiques et des approches adaptées au contexte local. Benita Isiabo et Jomanana nous livrent les détails de cet atelier. C'est quoi la demande? Qui sont mes concurrents? C'est très important si tu veux dénoncer. Prenant la parole lors de son discours d'ouverture, la directrice générale d'Océan Communication, Marie-Jeanne Molly, est revenue sur les attentes derrière l'organisation de cet atelier de formation. Nos attentes, c'est de voir encore beaucoup de femmes être dans le réseau, entreprendre, réussir et atteindre leurs objectifs jusqu'à la fin. Pourquoi pas avoir un financement? Pour avoir un financement, il faut passer par l'ANADEC. L'ANADEC doit vous former, vous certifier. Et puis, après, on va vous orienter vers les structures qui peuvent vous donner des subventions comme le FOGEC. Représentant le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME, la directrice adjointe du cabinet a présenté l'entrepreneuriat comme un puissant levier de développement de l'économie du pays. L'entrepreneuriat féminin s'impose aujourd'hui comme un axe stratégique incontournable pour une croissance inclusive et durable. Encourager et accompagner les femmes entrepreneurs, c'est renforcer la résilience de notre économie, stimuler l'innovation et consolider les bases d'un développement équilibré. Varlette Mampassi, experte et coach en entrepreneuriat, s'est attelée à expliquer les contours de l'entrepreneuriat en mettant un accent particulier sur les opportunités d'activité à mettre en place. On a voulu que les participants puissent retenir que quand on parle de transformation, il y a une augmentation de revenus, il y a une augmentation de la valeur. Pour expliquer combien on peut innover, mais on peut aussi aller travailler sur des produits, sur des services qui sont existants. Julie Chilanda,
cadre à l'ANADEC, a présenté les étapes à suivre pour transformer une idée en projet concret. C'est un peu des procès d'une manière générale, toutes les étapes, en commençant au niveau des idées et ramener ça au niveau du projet. Comment est-ce qu'on peut trouver une idée? Comment est-ce qu'on peut identifier une idée? Quels sont les critères, bien les qualités d'une idée et comment est-ce qu'on peut transformer ça en projet? À noter que les participantes à cette séance de formation bénéficieront des brevets de participation. Et dans ces mêmes registres, la télédossier en communication sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin pour une industrialisation inclusive et durable a été jugé enrichissant par les participants, soulignant ainsi que cette formation leur a permis de découvrir concrètement les étapes de création d'une entreprise et de comprendre que l'entrepreneuriat assure leur futur. Ils ont également pris conscience qu'ils sont avant tout acteurs de la création d'emplois et non dépendants uniquement des initiatives de l'État. Écoutez-les dans ces propos recueillis par Benita Isiabo et Joe Manana. Chercher des informations, c'est toujours bénéfique, c'est s'auto-cultiver. La première investissement, la plus chère que je trouve, c'est investir sur soi. Donc, c'est vraiment important de participer dans ces genres de formations pour se cultiver et sortir de l'ignorance. Parfois, c'est l'ignorance qui nous tue. Nous ne savons pas. C'est pourquoi nous ne réussissons pas sur le monde et le terrain d'entrepreneuriat. Vous savez, l'entrepreneuriat reste demeure et restera toujours l'unique moteur pour développer un pays et pour assurer aussi l'autonomie financière individuelle. Aujourd'hui, j'ai eu à me miser, j'ai eu à m'armer de toutes les ressources nécessaires qui me permettront de créer quelque chose pour me rapporter de l'argent. Et puis pour finir, alors que la Banque centrale du Congo multiplie des initiatives pour redonner au franc congolais sa valeur vis-à-vis des devises étrangères, le système bancaire congolais reste fortement dépendant du dollar américain. À en juger sur les dernières données officielles, plus de 80% des dépôts bancaires s'effectuent en dollars américains, situation qui peut s'inverser qu'en encourageant les transactions commerciales uniquement en monnaie nationale et en renforçant les mesures pour décourager l'usage excessif du dollar américain. C'est ce qu'estime Albert Usochika, expert en économie au micro de Patrick John Mukengeshai et Jumanana. Lorsque le gouverneur de la Banque centrale donne conseil au gouvernement, c'est dans le cadre de ses prérogatives. Et on dirait même un agent compétent pour le faire. C'est dans son domaine, c'est dans ses prérogatives, dans son rôle qu'il joue dans notre pays. Il doit faire ça. Le gouverneur de la Banque centrale, en disant que beaucoup ont fait les opérations en monnaie étrangère, c'est ça qui augmente la demande de cette monnaie. On va trouver qu'on a plus de dollars, on aime plus les dollars que les francs congolais. La demande est supérieure à l'offre, vous pouvez vous entendre à quoi? Que lorsque des monnaies circulent concomitamment dans une économie, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Chasse la bonne de la circulation. Parce que la monnaie joue le rôle de réserve de valeur. Et lorsque la monnaie n'a plus de valeur stable, il se déprécie du jour au jour, l'autorité passe à la dévaluation, donc à la reconnaissance officielle de la perte de valeur par rapport à une devise, notamment ici chez nous par rapport au dollar. Et les gens vont commencer à préférer garder leur épargne en dollars qu'en francs congolais. Et vous trouvez les dollars n'est plus en circulation. Lorsqu'on les achète, on les sait pour les garder ailleurs. Et à ce moment-là, la masse monétaire en circulation en francs congolais augmente davantage. Et parce que la masse monétaire augmente davantage, la valeur des francs congolais dégringole davantage encore. À ce moment-là, la vitesse de circulation de la monnaie franc congolais augmente. La vitesse de circulation entendue comme le nombre de fois qu'un billet passe en moyenne d'une main à l'autre. Cette monnaie ne peut plus avoir de la valeur. Et c'est ce rappel des titres qui boucle complètement cette grande session d'information coordonnée par Grace Mayou, Jumanana, Joël Kabangu ainsi que Mike Mukutu sous la supervision d'Igor Biwaka. Grand merci de l'avoir suivi. Sinon, restez-nous fidèles sur Ecofin Télévision. Au revoir.